Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui avec Bernard Germain. Bonjour monsieur. Bonjour. Bernard Germain est ancien ingénieur logiciel. Vous êtes aujourd'hui à la retraite, monsieur. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Déconstruire la woke idéologie et aussi l'Union européenne, en sortir au plus vite. L'objet de notre entretien aujourd'hui, le voici, c'est votre dernier ouvrage. L'islam, pire que le nazisme et le communisme, aux éditions Riposte Laïque, à retrouver comme d'habitude sur la boutique de TVL. Bernard Germain, un titre pour dénoncer l'islam donc et non l'islamisme. Pourquoi vous ne faites pas de différence entre la religion musulmane et ses éventuelles dérives politiques? Parce que c'est une invention des Occidentaux. Les musulmans, eux, ne font aucune différence entre les deux. Et d'ailleurs, c'est le Coran lui-même qui montre que les musulmans peuvent avoir... Il y a 3 catégories, pour faire simple. Il y a ceux qui sont des musulmans que l'Occident va appeler des musulmans modérés. Il y a ceux qui font le djihad et il y a ceux qui sont des martyrs dans le djihad. Et c'est le Coran lui-même qui l'indique dans la sourate 4, versets 95 et 96, dont je vais vous donner lecture si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Alors je lis « Ceux des croyants qui restent tranquillement chez eux sans y être astreints par une incapacité quelconque ne peuvent être considérés comme égaux aux croyants qui, dans le combat qu'ils mènent au service de Dieu, s'exposent aux dangers corps et biens. Aussi Dieu tient-il en grande estime ceux qui lui sacrifient leurs biens et leurs personnes, et bien que les promesses divines s'étendent aux uns et aux autres, un rang infiniment supérieur est réservé aux combattants, ainsi qu'une récompense sans limite. Dieu les élèvera de plusieurs degrés auprès de lui et leur accordera pardon et miséricorde. Dieu est clément et miséricordieux. Donc, oui, mais ce combat n'est-il pas spirituel ? Ah non. Il est clairement indiqué dans le Coran que le djihad vise à imposer l'islam à l'ensemble de la terre. Il y a le Dar al-Islam qui est la terre des croyants et le Dar al-Koufr qui est la terre des mécréants. Et tout musulman qui se respecte a comme destin et comme objectif de conquérir les terres des mécréants et les faire devenir des terres d'islam. Mais comme les chrétiens ont l'obligation d'annoncer la bonne parole. Oui, la différence, c'est que ils annoncent la bonne parole à l'oral, les autres, c'est à coup de sabre, de couteau ou de kalachnikov. Donc, c'est pas tout à fait la même façon de faire. Est-ce que vous pensez que tous les musulmans ont ces pratiques violentes sinon, enfin, je veux dire, avec le nombre de musulmans qu'on a en France, on aurait été réduit à néant. Alors, déjà. Alors, vous avez raison de poser cette question, et c'est un argument qu'on entend extrêmement souvent. Non, tous les musulmans ne sont pas violents. Il se trouve qu'ils sont tous musulmans, mais les musulmans qui ne sont pas violents ont une caractéristique, ils sont silencieux. Avez-vous vu beaucoup de manifestations de musulmans modérés pour condamner les actions violentes de ceux qui sont sur la voie du djihad? On n'en a aucune. Il y a un musulman qui se fait remarquer en France, c'est l'imam Chalgoumi, qui est un Tunisien, qui dans son pays, en Tunisie, est considéré comme l'agent de la France. Il vit sous protection policière. Sa famille est à l'étranger sous protection policière dans un lieu secret. Et si effectivement l'islam modéré était la norme et pas l'islam violent, pourquoi est-ce que cet imam serait obligé de vivre dans ces conditions-là? Non, l'islam est, comme je l'ai indiqué en référence à la sourate 4, versets 95 et 96, composite. Il y en a qui acceptent de s'engager dans la voie du djihad et des violences. Les autres non, et ceux qui ne s'y engagent pas seront moins bien vus par Allah au paradis, enfin en tout cas c'est ce qu'ils disent, si effectivement ils ne s'associent pas à ce véritable combat armes à la main pour imposer l'islam partout. Alors vous mettez dans votre titre
la religion musulmane, l'islam en miroir avec les deux grands totalitarismes du XXe siècle, le nazisme et le communisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Parce que d'abord, la première des choses, c'est que le communisme, le nazisme et l'islam sont tous des totalitarismes. Je vous rappelle que dès 632, à l'apparition de l'islam... 622. Je crois que 632, c'est la mort du prophète. Non, enfin 622, il a commencé... C'est l'hégire, 622. Voilà, 622, Mahomet a commencé à la Mecque à vouloir convaincre un certain nombre de gens. Il n'a pas réussi à le faire et en 632, il est parti à Médine et il a commencé réellement, comment dirais-je, à convaincre un certain nombre de gens. Et ensuite, il est revenu à la Mecque. Il a converti avec la violence tous ceux qui avant ne voulaient pas l'écouter. Et c'est ensuite sur la base d'activités violentes qu'il a imposé dans ce qui est l'Arabie Saoudite aujourd'hui, l'islam, qui s'est ensuite répandu dans tout un tas de pays autour, mais en utilisant à chaque fois les mêmes méthodes, c'est-à-dire qu'il y avait deux solutions, soit les gens se convertissaient, soit ils se faisaient abattre à coups de sabre. Ils étaient décapités. Mais pourquoi dire que l'islam serait pire que ces deux idéologies en sachant que le communisme aurait fait au moins 100 millions de victimes ? Parce que l'islam, à travers tous les âges, et depuis qu'il agit, a un bilan qui est bien plus catastrophique. Et aujourd'hui, on est de nouveau confronté, comme c'était le cas dès son apparition, à des actions qui sont violentes, et qui se traduisent par exemple en France, depuis Mohamed Merah, rien qu'en France, il y a eu plus de 1000 victimes, et encore, on n'est pas dans une période où c'est officiellement la violence qui règne. Pour l'instant, je vous rappelle que c'est Al-Qaradawi, qui est le Youssef Al-Qaradawi, qui est un prédicateur de l'islam extrêmement connu, qui avait une émission régulière sur Al Jazeera, qui est mort en 2022 à l'âge de 96 ans, qui disait « L'islam retournera en Europe en conquérant et en vainqueur, après en avoir été expulsé 2 fois, une fois d'Andalousie au sud, l'autre fois à l'est au siège de Vienne ». Et Al-Qaradawi est souvent revenu d'ailleurs sur ce thème dans son émission hebdomadaire d'Al Jazeera, ajoutant « Toute terre n'est pas obligatoirement conquise par l'épée. Nous voulons qu'une armée de prédicateurs et d'enseignants présente l'islam dans toutes les langues et tous les dialectes. Avec la volonté d'Allah, l'islam retournera en Europe et les Européens se convertiront à l'islam. Ils seront ensuite à même de propager l'islam dans le monde mieux que nous, les anciens musulmans. Tout cela est possible pour Allah. » Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il nous explique que pendant tout un temps, l'islam s'est imposé dans un certain nombre de pays. Il a essayé de conquérir l'Europe par la violence à 2 reprises, 3 en vérité, puisqu'il y a eu 2 sièges de Vienne, l'un en 1539, l'autre en 1683, pardon. Et la première fois, c'était avec Al-Andalus en 711. À chaque fois, ils ont été vaincus. Et là, cette fois-ci, ils ont l'intelligence de revenir en utilisant nos propres valeurs pour s'imposer gentiment et tranquillement. Oui, vous dites c'est sur nos faiblesses que prospère l'islam. Alors c'est quoi les faiblesses de la France ? Je vais vous prendre un exemple. Les faiblesses, c'est par exemple l'histoire du voile. Alors, le voile, il y a des femmes qui meurent en Iran, en Afghanistan et dans un certain nombre de pays parce que ce voile est un signe de soumission et elles le refusent dans ces pays. En France, il y a des gens, notamment des féministes et tout un tas de gens de gauche, qui nous expliquent que c'est la liberté de chaque femme de pouvoir utiliser le voile ou de ne pas porter le voile, alors qu'en fait, c'est un signe de soumission ici comme là-bas. Voilà. Et donc, aujourd'hui, notamment les frères musulmans qui sont à la manœuvre sur toutes ces questions, ont l'intelligence de retourner contre nous
les armes de l'Occident, c'est-à-dire la liberté individuelle, en disant mais chaque femme est libre de porter ça, alors que s'il conviendrait de dénoncer le port du voile comme étant une soumission ici comme là-bas. Alors vous dites que l'islam est en train de conquérir la France et plus largement l'Europe. Mais en fait, qui est le problème? Qui sont ceux qui ouvrent les vannes de l'immigration ou qui sont incapables de faire respecter l'État? Alors, il y en a plusieurs. D'abord, vous avez l'Europe. Alors l'Europe, dont je ne vais pas vous infliger tout un tas de déclarations, mais par exemple, vous avez tout un tas de campagnes qui ont été menées par l'Europe, notamment pour le port du voile. C'est de ce point de vue-là tout à fait officiel. Et ce qui avait d'ailleurs déclenché des grosses polémiques. Il y a tout un tas de financements, y compris par exemple du Hamas, qui sont faits à coups de millions d'euros par l'Europe. Donc là-dessus, c'est indiscutable, il y a une véritable aide de l'Europe à l'implantation de l'islam. Et la raison en est simple, c'est que l'Europe, l'Union européenne souhaite la disparition des nations et que l'Europe absorbe l'ensemble des nations. En ce sens, ils sont très contents s'ils peuvent noyer les populations nationales dans une immigration de masse. Et c'est effectivement ce qu'ils essayent de faire. Les deuxièmes qui sont ceux qui sont leurs alliés sont bien évidemment tous les islamistes eux-mêmes, notamment les frères musulmans, qui ont eu une activité particulièrement importante sur ce plan-là. Et puis il y a également la gauche. Alors vous n'avez qu'à voir ce qui se passe ces derniers temps avec toutes les manifestations dans lesquelles il y a une multitude de drapeaux palestiniens, il y a des gens qui appellent à l'intifada à Paris, etc. Enfin bref, il y a une glorification de l'islam et de toutes les populations musulmanes qui sont le nouveau prolétariat, puisque la gauche a abandonné avec le virage récent de Mitterrand, le virage libéral. Tout à fait. Et ensuite, j'arrive plus à dire le mot, excusez-moi. Bon, ça va revenir. Tout le virage que la gauche a pris, où elle a abandonné les couches populaires en disant... L'indigénisme. Oui, tout à fait. Maintenant, on va avoir un nouvel électorat constitué justement des migrants, constitué des femmes, en tout cas du nouveau féminisme, des jeunes plutôt décérébrés qui ne connaissent rien et qui suivent bêtement des slogans stupides, etc. Enfin, et toutes les minorités, notamment sexuelles, qui sont le nouvel électorat. Voilà. Alors, tous ces gens-là, bien évidemment, sont objectivement des alliés qui vont dans le sens de la destruction de nos nations, de notre culture, de notre identité, et qui donc font le lit, aujourd'hui, des islamistes. Vous évoquez une dictature mondialo-wokiste, justement, en évoquant l'apparition de cet électorat, en tout cas de partis qui veulent capter cet électorat. Où voyez-vous cette menace d'une dictature mondialo-wokiste ? Alors, cette menace, elle est visible partout. Alors, je vous disais, c'était le virage Terra Nova, qui était justement l'abandon de la politique traditionnelle de la gauche pour, justement, son adhésion au wokisme. Alors, Terra Nova, c'est un think tank politique think tank de du gauche. PS, tout à fait. Qui en 2011 a expliqué qu'il fallait abandonner les couches populaires qui s'étaient vautrées dans la collaboration avec le FN devenu RN, qui défendait des valeurs comme la nation, la famille, la patrie, etc. et qui donc était tout à fait indigne de continuer à être ceux qui votaient pour la gauche et qui lui permettaient d'arriver au pouvoir. Et donc tous ces gens-là ont été mis de côté et on a glorifié ceux dont j'ai parlé, c'est-à-dire les migrants, les femmes, les jeunes et toutes les minorités, notamment sexuelles. Et c'est ça qui est le nouvel électorat de la gauche. Alors, tous ces gens-là, eh bien, aujourd'hui, contribuent à détruire notre pays. Avec la cancel culture, par exemple, qui permet... je donne juste un exemple. On l'a vu aux États-Unis, même si c'est maintenant, avec l'arrivée de Trump au pouvoir, totalement en train de tourner. Mais par exemple, Walt Disney avait été en train de réécrire tous ses dessins animés, parce que par exemple, Blanche-Neige et les 7 nains
quand le prince charmant embrasse Blanche-Neige qui est endormie, eh bien, les wokistes expliquaient qu'il s'agit d'un viol, parce que c'est un baiser non consenti. Alors, toutes ces théories-là, eh bien, elles étaient en train d'arriver en France, et c'est ce qu'on voit, par exemple, dans les grandes écoles, à Sciences Po, à l'École normale supérieure, dans les facs, à la tête de tout un tas d'entreprises. Les principaux dirigeants vont dans le sens de toutes ces politiques. Alors oui, effectivement, il y a un risque extrêmement grave de développement de ces politiques wokistes alliées avec l'islamisme, puisque justement, dans le cadre de l'intersectionnalité des luttes, tous ces gens-là combattent ensemble contre l'ennemi épouvantable qui est l'homme blanc de plus de 50 ans hétérosexuel et qui a des nations et qui défend effectivement les valeurs qui sont les nôtres, notre culture, notre identité. Alors vous évoquez aussi un sujet dont on a beaucoup parlé sur TV Liberté, à savoir ce scandale en Grande-Bretagne de milliers de jeunes Anglaises violées pendant des années par des gangs de Pakistanais. Vous saluez d'ailleurs le courage de cet activiste Tommy Robinson, actuellement emprisonné et qui a voulu dénoncer cette affaire. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce qui s'est passé rapidement outre-Manche ? Alors il y a deux choses. La première, c'est le fait que pendant effectivement plusieurs décennies, des gangs pakistanais ont violé dans le nord de l'Angleterre des petites filles qui avaient entre 10 et 12, 14 ans. Ils ont prostitué, ils ont torturé. Enfin, c'était absolument épouvantable ce qu'ils leur ont fait subir. Et tout ça a été mis sous le tapis parce qu'on ne voulait pas, enfin, ils ne voulaient pas, ceux qui auraient pu dénoncer cela, être accusés de racisme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Keir Starmer, qui est le Premier ministre actuel de l'Angleterre, était celui qui était chargé de mener les enquêtes et qui a donc mis la poussière sous le tapis. Maintenant, il est à la tête du pays et donc il continue toujours à vouloir empêcher tout ça de remonter clairement à la surface. Et pourquoi ils en veulent à Tommy Robinson? Parce que Tommy Robinson a fait un documentaire, il est journaliste, il a fait un documentaire, un film, dans lequel il a montré la vérité sur une histoire, à savoir il y a un jeune Syrien qui s'est fait casser la figure sévèrement et qui a été présenté comme étant une pauvre victime de ces salauds de nationalistes anglais, alors qu'en fait c'était lui qui était l'agresseur et qui menait la terreur dans le lycée dans lequel il était. Sauf qu'à un moment donné, il y en a un des jeunes qui s'occupait de son cas sérieusement, et ils ont transformé cette histoire en retournant complètement la réalité des faits. Et donc Tommy Robinson a fait le documentaire démontrant qu'effectivement c'était bien une personnage absolument insupportable, ce jeune Syrien, et donc il a été convoqué au tribunal, et le tribunal a dit « si jamais vous sortez ce film, vous allez en prison ». Et Tommy Robinson a dit « moi je préfère aller en prison que de me taire, et donc je dirai la vérité ». Et donc il est pour 18 mois en prison aujourd'hui en Angleterre. Alors, vous évoquez aussi les relations de la France avec l'Algérie, vous évoquez la détention de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, excusez-moi. La situation, dans cette situation, quelle devrait être l'attitude de la France ? Écoutez, moi je serais... alors on nous explique qu'il faut laisser le temps à la diplomatie d'agir. Mais il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. La théorie sur la rente mémorielle, c'est bon, ça va. Ça fait 63 ans que ça dure. Le régime mafieux algérien aujourd'hui, et qui est une véritable dictature, il n'y a aucune liberté en Algérie. Quiconque a le malheur de critiquer un peu le régime se retrouve en prison. Boualem Sansal, il a simplement eu le malheur de devenir français, d'écrire en français et, comment dirais-je, de critiquer le régime algérien. Ils ont eu la possibilité de le mettre en prison, ils le mettent en prison. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh ben, il faut arrêter de vouloir avoir des bonnes relations avec des gens qui agissent comme ça. Eh bien, il faut, par exemple, annuler l'accord de 68. Il faut supprimer les visas de tous les chefs de ce pays qui viennent en France.
Il faut refuser de les soigner tant que les ardoises qu'ils ont laissées derrière eux ne sont pas payées. Il faut bloquer les fonds qui, via Western Digital, Western Union, pardon, sont envoyés en Algérie, etc. Enfin, il y a plein de mesures comme ça qui peuvent être faites, et ce sont ces mesures-là qu'il faut faire. On verra bien qui est le plus fort. Et moi, je pense que l'Algérie n'est fort que de nos faiblesses, ou plus exactement des faiblesses de la classe politique, qui sont totalement soumis, et c'est une honte le comportement qu'ils ont, d'autant plus que Boualem Sansal est un vieux monsieur qui a 75 ans, qui est malade d'un cancer, il vient d'être condamné à 10 ans de prison, et tout le monde sait que si jamais la France ne récupère pas Boualem Sansal, il est condamné à mort. Voilà. Et donc, ce que la France devrait faire, c'est le nommer ambassadeur, et à ce moment-là, l'Algérie sera obligée de le libérer immédiatement. Vous revenez sur la figure de Jean-Marie Le Pen, disparu il y a quelques semaines. Qu'est-ce que vous pensez qu'on dira de lui dans une vingtaine, une trentaine d'années ? Je pense qu'on dira ce qu'on dit déjà, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été clairvoyant et qui a vu les problèmes. Par exemple, j'en prends un, l'immigration. Il a très vite vu quel était le problème qui menaçait la France. Et à l'époque... problèmes. Pardon ? Des problèmes qui menaçaient la France. Il n'en a pas pointé qu'un. Oui, non, tout à fait. Mais bon, on va pas passer en revue tout ce qu'il a expliqué. Sûr. Mais je prends cet exemple-là, et il a été excessivement pertinent et prémonitoire. Et aujourd'hui, on constate que ce qu'il disait à l'époque était vrai. Sauf que, comme les problèmes n'étaient pas aussi prégnants à l'époque, les gens ne voyaient pas les choses. Et donc Mitterrand a eu beau jeu d'utiliser... Jean-Marie Le Pen comme exutoire au moment où il mettait en place toute sa politique libérale pour dire l'ennemi c'est le fascisme, et pendant que les crétins regardaient ce qu'il disait, ils ne voyaient pas ou ils ne se mobilisaient pas contre la politique de Mitterrand qui menait une politique exactement inverse de ce qu'il avait promis dans les élections. Jean-Luc Mélenchon, vous n'êtes pas tendre avec lui, qu'est-ce que vous lui reprochez ? Oh, il y aurait tellement à dire sur Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, il n'y a qu'à le voir en ce moment. Moi, je l'ai connu quand j'étais jeune. J'ai été rapidement au Parti Socialiste. Et j'ai même déjeuné avec lui au Sénat 2 fois. Le Jean-Luc Mélenchon d'aujourd'hui et le Jean-Luc Mélenchon que j'ai connu n'ont strictement rien à voir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il était et qu'est-ce qu'il est devenu ? Il était un républicain bon chic, bon genre. Il avait des valeurs qui sont celles que, par exemple, je défends moi aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est devenu un antisémite. Le chef d'un parti antisémite. Il est totalement totalitaire. Il a un parti qui ne fait pas de congrès. Il n'y a pas d'élection des responsables. Les gens sont virés dès qu'ils ont des positions qui ne correspondent pas à ce qu'ils pensent devoir être défendus. Il est le dhimmi de toutes les populations musulmanes des banlieues qui sont son nouvel électorat, etc. Bref, c'est une horreur, ce garçon, cet homme. C'est une horreur. Et comme en plus de ça, il a 73 ans et qu'il veut absolument avoir le pouvoir avant de mourir, il n'hésite pas à appeler à la violence et à soutenir tous ceux qui sont violents pour pouvoir arriver à réaliser ses objectifs. Et donc, ça donne le profil d'un personnage assez quand même sulfureux et problématique. Et vous préconisez contre la politique migratoire en place depuis des décennies en France. Quelques propositions, qu'est-ce que vous proposez justement ? Alors, la première des choses, faut le dire très clairement, c'est l'arrêt de toute immigration. Pour l'instant, on arrête tout, on bloque tout. Donc, il faut rétablir les frontières. Il faut rétablir le délit de séjour irrégulier qui a été supprimé par Hollande, moyennant quoi on ne peut pas aujourd'hui condamner ceux qui sont illégalement en France. Vous pensez que c'est possible techniquement aujourd'hui d'empêcher quiconque de rentrer illégalement sur le territoire ? Oui, on pourrait, mais ça veut dire qu'il va falloir s'affronter à l'Europe, qui a récupéré à partir de 1992 la souveraineté nationale de tous les pays membres, et avec 97 les accords d'Amsterdam, ils ont récupéré comme
comme capacité exclusive la gestion de l'immigration. Donc aujourd'hui, oui, il va falloir s'affronter à l'Europe sur ces questions-là. Il va falloir s'affronter à la CEDH. Il va falloir s'affronter au Conseil constitutionnel, au Conseil d'État, qui aujourd'hui font que les droits de l'homme sont un obstacle évident pour que la France puisse décider qui a le droit de rentrer sur son sol, qui peut y rester et qui doit en partir. C'est quand même le minimum pour un État de pouvoir gérer ces questions-là. Vous pensez que c'est possible de purger justement toutes ces institutions que vous venez de nommer ? Ah bah, il va falloir une volonté politique sérieuse. Et il y a un certain nombre de gens, comme par exemple M. Retailleau, qui disent un certain nombre de choses sur ce plan-là. Darmanin semble également aller un peu dans ce sens-là, mais pour l'instant, ce ne sont que des paroles. Et il faudrait passer aux actes. Et passer aux actes nous fera nous opposer certainement, comme je l'ai dit, à l'Europe. Et c'est pas gagné. L'islam, pire que le nazisme et le communisme, Bernard Germain, c'est votre ouvrage. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, préfacé par Jean-Yves Le Gallou. Merci, monsieur, à vous. Merci de m'avoir accueilli.